Bonjour à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité cybersécurité. Aujourd'hui, on va majoritairement parler des ransomware parce qu'ils ont été très actifs sur cette dernière semaine. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Alors la première actualité va parler de l'hôpital sud-francilien de Corbeil-Essonnes qui a été victime d'un ransomware et plus exactement du ransomware Logbit en version 3.0. La version de Logbit 3.0 est arrivée en été 2022 à peu près sur le marché et ce ransomware il a été découvert en septembre 2019. Il fait partie d'une catégorie qu'on peut appeler les ransomware as a service. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui vont travailler sur le développement d'un produit et ensuite certaines personnes vont aller acheter ces services pour aller le déployer. Actuellement, cette troisième version de Logbit, elle profite pour déployer l'outil Cobalt Strike qui est très connu dans le monde du désintrusion et qui permet de se propager sur le réseau interne. Cette nouvelle version également de Logbit, elle apporte différentes fonctionnalités comme le fait que si le paiement de la rançon n'est pas effectué, il y a une revente automatique des données sur le dark web. Alors le piratage de l'hôpital a eu lieu d'abord le 21 août. Il y a eu un impact très important sur tout ce qui est logiciel métier et système de stockage. La rançon initiale était de 10 millions de dollars, elle a été abaissée à 2 millions de dollars actuellement. Ils avaient une date butoir qui était le paiement pour le 23/09 et les attaquants ont pu voler 11 gigas de données et ils les ont diffusées. Dans ces données, on retrouve des informations sur la santé des patients qui ont été hospitalisés, sur les salariés, mais également sur tous les prestataires qui ont pu intervenir. En 2021, l'ANSSI relevait qu'il y avait un incident de sécurité par semaine sur les établissements de santé. Donc on voit que c'est un secteur qui est de plus en plus touché et qui est de plus en plus spécialisé. On peut se poser la question de savoir pourquoi les personnes vont racheter des données de santé, mais les intéressés sont majoritairement aujourd'hui des assurances. Prenons le cas où vous souhaitez souscrire à un prêt auprès d'une banque. Cette personne va plus ou moins vous attribuer un score de risque. Et ce score de risque, il peut être impacté par vos éléments de santé. Aujourd'hui, si les assurances qui proposent des couvertures pour les prêts ont accès à vos données de santé, elles auront la possibilité de moduler comme ça en fonction des informations qu'elles ont. Et ça, c'est un vrai risque parce que les données de santé, normalement, sont vraiment à caractère privé. Si on reste justement dans la partie ransomware, Zataz a sorti une news qui était très intéressante. Ils ont comparé, en tout cas, les différentes déclarations qui ont été faites entre le Royaume-Uni récemment et la France. La France, elle s'apprête à donner son feu vert à une idée simple, permettre aux assurances de rembourser les entreprises piratées et payeuses de rançon. C'est-à-dire que vous allez souscrire à une assurance et si jamais vous faites pirater, vous payez la rançon et l'assurance devra vous couvrir. Et au contraire, le modèle anglo-saxon, qu'il soit au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, dit que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut absolument pas payer. Tout d'abord parce que ça encourage les personnes à aller continuer de pirater d'autres entreprises. Et secondement, vous n'avez aucune garantie sur le fait qu'ils puissent vous rendre vos données. Aujourd'hui, ce sont majoritairement des petites structures qui vont se permettre de payer, même si les coûts sont souvent exorbitants, parce qu'elles n'ont pas de solution de sauvegarde ou elles n'ont pas de solution de secours. Comme je vous le disais, on a une semaine qui est très chargée au niveau de l'actualité des ransomware, et plus particulièrement avec celui de Norberus. Alors Norberus, il a ajouté récemment un kit d'exfiltration des données qui va s'appeler Xmatter. Il va se focaliser sur les identifiants qui sont stockés dans les services Vim Backup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Vim Backup est une solution qui est très utilisée dans les sociétés et qui permet de faire de la virtualisation. Et donc là, ça permet la sauvegarde de cette virtualisation. Norberus, il a été créé en Rust et on voit qu'il évolue assez régulièrement. C'est un ransomware qui a été développé par les équipes de Cored, C-O-R-E-I-D, que vous voyez par exemple ici. Et c'est une équipe qui existe déjà depuis 2012. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très ancien. Et c'est les équipes de Symantec qui l'analysent depuis ce temps. Et initialement, en fait, cette équipe, elle ciblait plutôt le secteur bancaire et le secteur de l'hôtellerie. En 2018, il y a eu 3 membres qui ont été arrêtés. Et du coup, les équipes ont choisi de passer sur un modèle de ransomware as a service. Donc c'est-à-dire d'offrir une solution qui sera déployée par d'autres personnes qui sont malveillantes. Alors pourquoi on connaît assez bien l'équipe Cored? Tout simplement parce qu'ils sont à l'origine du célèbre DarkSide. Les équipes de Symantec, elles travaillent régulièrement en profondeur sur le sujet pour essayer de trouver des solutions et pour essayer d'éviter la propagation en tout cas de ce nouveau ransomware. Le FBI, il a indiqué qu'il y avait actuellement 60 sociétés qui auraient été touchées par ce nouveau ransomware. Donc on voit que les ransomware sont de plus en plus appliqués et aujourd'hui on a un vrai modèle économique qui commence à se mettre en place entre des personnes très compétentes qui développent des outils qui sont après réutilisés par des personnes qui sont malveillantes sur un grand nombre de structures. J'avais envie de vous parler de cette actualité qui m'a beaucoup fait rigoler récemment, c'est l'antivirus Malwarebytes. Alors c'est plutôt un outil qui permet de faire en général de la désinfection de PC, mais il propose également une solution qui permet la protection de sites web et la protection de votre navigateur de manière plus générale. Et là, récemment, en fait, ils ont eu un problème au niveau de leurs règles.
ce qui fait que ça bloquait google.com et tous les sites qui appartenaient globalement à Google, donc vous aviez youtube.com. Quand vous alliez sur le site en question, on vous disait que c'était bloqué à cause d'un malware, rien à voir avec le fait que Google ait été compromis, ça venait uniquement des règles internes de chez Malwarebytes qui étaient complètement obsolètes et qui étaient néfastes en tout cas pour votre utilisation normale. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les équipes sont en train de travailler actuellement sur le sujet pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi chez Malwarebytes, il y a eu une problématique et ils sont en train de faire évoluer ça. Donc finalement, on voit que des solutions comme Malwarebytes, qui en général sont censées vous protéger, là, vous remontent des faux positifs et ça peut arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Un sujet qui est également très inquiétant en ce moment, c'est une attaque potentielle de tout ce qui est infrastructure d'énergie de l'Ukraine par la Russie. Mais on voit qu'il n'y a pas l'Ukraine qui est ciblée, il y aura également tous les pays baltiques qui seraient ciblés par cette attaque. En 2015 et en 2016, il y avait déjà eu des coupures électriques sur des systèmes ukrainiens de la part de la Russie. Et là, on a vraiment peur que ça se reproduise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, à la Black Hat, on a un des leaders de la sécurité ukrainienne qui s'appelle Victor Zora, qui travaille dans une team de threat d'intelligence et qui a découvert un Industrior 2. Donc on avait Industrior normal en 2016 qui était un malware qui coupait l'énergie en fait à l'Ukraine et tout ce qui était sortie industrielle. Et donc ils ont trouvé une nouvelle version qui s'appellerait Industrior 2 qui aurait les mêmes possibilités. Et en fait vraiment la Russie souhaite intensifier des attaques de type DDoS, donc déni de services distribués sur des infrastructures qui sont critiques en Ukraine, mais également en Pologne et dans les pays baltiques. Pourquoi ils passent d'abord par ce mode d'attaque-là? Tout simplement parce qu'en fait, ils sont sûrs de ne pas avoir de réplique offensive. C'est beaucoup plus simple de faire des attaques qui sont logiques et cyberinformatiques que de faire des attaques avec une bombe nucléaire ou des choses qui sont vraiment engagées physiquement. Donc c'est vraiment très grave en tout cas ce qui est en train de se passer et j'espère en tout cas que ces pays sont protégés contre ce type d'attaque-là et j'espère qu'ils ne vont pas subir de coupures de courant et d'énergie car en ce moment on voit que l'hiver arrive et ça va devenir de plus en plus critique pour les personnes qui habitent dans ces zones-là. Alors une news qui m'a fait assez peur, c'est l'Inde qui a un projet de loi qui va obliger les services de télécommunication à être réglementés comme des opérateurs de services. Alors c'est un impact qui est vraiment très fort parce qu'en fait ça va les obliger à identifier les personnes qui envoient et qui reçoivent des messages, le contenu des messages, toute information qui peut être jugée nécessaire par le gouvernement pour faire de l'analyse et ils auront également l'obligation de pouvoir censurer tout ou partie des utilisateurs de l'application. Alors ces applications qui peuvent être touchées, ça va être Zoom, Gmail et WhatsApp, c'est des applications dans ce goût-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour censurer les communications et les échanges que peuvent avoir les Indiens. Officiellement, le texte dit que c'est pour limiter le spam, mais vraiment, on voit qu'on arrive sur une censure d'Internet. On est sur les contre-principes de l'Internet qui était libre au début. Et plus ça avance, plus on arrive sur des États qui vont commencer à censurer, en tout cas, toutes les communications pour les révoltes. Et là, on voit où ça s'est vraiment aggravé, c'est sur la partie Iran, qui bloquait déjà initialement en fait Facebook et Twitter déjà depuis plusieurs années. Et là actuellement, ils font des coupures d'internet dans l'ouest du pays. Ils ont coupé également Instagram, WhatsApp et certains réseaux mobiles dans le pays. Alors c'est majoritairement l'opérateur principal MC qui est impacté. Et aujourd'hui, pour les personnes qui souhaitent, on va dire, contourner ces mécanismes de sécurité pour pouvoir échanger avec leur famille, pour pouvoir donner leur opinion, ils ne peuvent même pas passer par des VPN parce qu'on a on a des problématiques au niveau de la couche réseau qui les empêchent de faire ça. Alors cette coupure, elle est en lien avec la mort d'une femme emprisonnée par la police des mœurs pour avoir porté son hijab de manière inappropriée. Et donc l'objectif aujourd'hui du gouvernement iranien, c'est de limiter le public à s'exprimer. Il semblerait que cela soit la plus forte répression depuis novembre 2019 avec 6 jours de coupure d'internet. Donc plus ça avance, plus on voit des régimes qui sont oppressants envers leur peuple et plus on voit qu'Internet devient de plus en plus centralisé et de plus en plus compliqué à utiliser de manière libertarienne pour pouvoir échanger et donner son propre avis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi il y a des choses qui vous ont impacté récemment. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cet avenir au niveau de l'Ukraine et de la Russie et potentiellement de tout ce qui est en train de se passer en Inde et en Iran. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à mettre un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!